On va parler des membres. J'ai volontairement, dans un premier temps, exclu les ostéochondrodysplasies, qu'on fera dans un deuxième temps. Alors, les ostéochondrodysplasies, c'est un sujet difficile. Il y a un peu plus de 300 anomalies des membres qui peuvent exister, dont à peu près une centaine visibles en échographie. Et il se trouve que pendant 3 ans, j'ai fait le cours au DU sur les membres. Qu'une fois qu'on a fait le cours, on a l'impression d'avoir tout compris. Et que dès qu'arrive une ostéochondrodysplasie, enfin, sauf les cas assez typiques, on est vraiment très à la peine. Et que c'est vraiment un truc d'hyper spécialiste. Alors, les membres fétaux en échographie. J'ai parlé à midi là, du comité technique et des recommandations. Donc il y a des recommandations qui ont été faites en 2005 par le comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal. Ces recommandations ont été complétées ou modifiées en 2016 par la CNEOF, la Conférence nationale pour l'échographie fétale. Et il y a des recommandations qui sont faites et pour le dépistage et pour le diagnostic. Je parlerai des aspects normaux et après je parlerai des aspects pathologiques, c'est-à-dire anomalies isolées des os longs, anomalies de structure et réductionnelles, anomalies positionnelles des extrémités et puis donc de côté les maladies osseuses constitutionnelles. Alors en ce qui concerne ces recommandations, il y a des recommandations qui sont, je dirais, directes sur les membres et des recommandations qui sont indirectes sur les membres mais qui ont un intérêt par rapport aux pathologies éventuellement à ce niveau. Donc au premier trimestre, on recommande de voir les 4 membres et leurs 3 segments. On ne dira jamais assez que le premier trimestre est le terme idéal pour voir les membres. Il y a du liquide, on peut tourner autour. Le volume amniotique, ça va assez dans le même domaine, et plus d'ailleurs au deuxième trimestre qu'au premier trimestre, mais ça compte. Et la clarté nucale aussi, parce que dans les sources d'hyperclarté nucale, en premier, il y a évidemment les anomalies chromosomiques, en deuxième, au hit parade, il y a le cœur, et en troisième, c'est les anomalies osseuses. Au deuxième trimestre, on a... C'est interactif, on peut intervenir ? Je sais pas. Je t'écoute. Je vois que tu t'es réveillée, Leïla. Ah oui, le café. Hein? Ah, dis donc, le sucre a eu un effet... Bon, pour les trimestres, j'aurais rajouté la mobilité fétale. Oui, bah, la mobilité fétale, tu peux la rajouter tout le temps, mais je suis d'accord. Au deuxième trimestre, donc, les 4 membres et leurs 3 segments. Alors, il y a une discussion, évidemment, sur 3 segments. Pour certains, 3 segments, je vois 3 bouts de membres, je suis content. Ok, moi, je pense qu'effectivement, 3 segments, ça veut dire qu'on regarde les mains et qu'on regarde les doigts. Au premier trimestre, les pieds et les orteils, c'est un peu plus difficile. Au deuxième trimestre, on doit voir les orteils. Enfin, à mon avis. Hein. Bien sûr, le rachis, parce que ça va souvent quand même avec dans les maladies osseuses. Les contours crâniens, ça va de soi. Le volume amniotique, toujours pour les mêmes raisons. Aussi préciser, excuse-moi pour le deuxième trimestre, si on voit les 2 os de chaque côté, par exemple. C'est une très bonne remarque. L'avant-bras, mais 4 membres et 3 segments, ça veut dire qu'on a vu les 2 côtés. oui, c'est ça. Ok. Et au 3e trimestre, on s'occupe plus des membres, ce qui n'est pas tellement étonnant parce que en fait, c'est souvent très difficile de les voir avec certitude. Et puis, le volume amniotique, c'est toujours de mise. En ce qui concerne la biométrie, c'est très simple. Je vous ai mis les biométries qu'il y a à faire aux différents trimestres. Vous voyez que la longueur fémorale, c'est 2e et 3e trimestre. Ça ne sert strictement à rien de mesurer le fémur au premier trimestre. S'il y a une ostéochondrodysplasie, on va être dans le cadre des ostéochondrodysplasies létales, c'est-à-dire anémisme thanatophore, ostéogenèse de type 2, achondrogénèse, syndrome polydactylie côte courte, mais de toute façon le fémur il sera tellement court que vous verrez bien qu'il y a une anomalie au niveau du fémur. Excusez-moi, supposons que la dame ait raté son échographie du premier trimestre, qu'elle ait dépassé les 14 semaines, et donc dans ce cas, est-ce qu'on considère qu'on fait une T2 précoce? Oui, moi je mesure le fémur à ce moment-là. Oui, oui, absolument. Ne serait-ce que
ne serait-ce que dans le cas présent, compte tenu de ce que tu dis, pour accumuler des arguments biométriques pour être à peu près sûr du terme. OK? Alors, il faut reporter ces mesures sur des ABAC référencés. Comme dirait mon copain Laurent Salomon, c'est pas une courbe tirée de nous deux ou de point de vue image du monde. Ok, c'est des ABAC référencés. Et ensuite, évidemment, il faut mettre une image qui correspond à cette mesure. Pour l'échographie de diagnostic, on demande de rajouter l'aspect et la position habituelle des mains, des pieds, les os longs d'aspect habituel. Donc vous voyez que c'est tous les os longs là. 2 os de la jambe, alors je vais vous expliquer après ce que ça veut dire VH, et les 2 os de l'avant-bras. VH, ça veut dire que l'examinateur a vu les structures et considère qu'elles sont d'aspect habituel. Il n'y a pas les doigts. Il n'y a pas les doigts. Enfin, il y a les mains, mais il n'y a pas spécifiquement les doigts. Alors, les aspects échographiques normaux, premier trimestre. Ben, au premier trimestre, très tôt, on peut se faire déjà une idée. 9 semaines. Vous voyez ici qu'on est sur une coupe axiale et qu'on voit très bien les 2 membres supérieurs et qu'on voit même les doigts là. Ici, à 9 semaines, les membres inférieurs. En fait, vous voyez que les 2 faces plantaires sont face à face, ce qui est normal. La rotation externe va se faire plus tard et pour l'instant, le fœtus a les 2 plantes de pied face à face. Ce qu'on voit très bien ici et ici. Et je trouve que le mode volumique est extrêmement intéressant car il présente un avantage énorme, c'est que dans un seul coup, vous avez vu les 4 membres. OK? Et donc... Je pensais qu'il ne se touchait pas les mains à ce terme-là. Parfois, il met... Si, c'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, si tu as des membres supérieurs très écartés au premier trimestre, faut regarder, enfin, à ce terme-là, il faut regarder plus tard. Hein. Alors voilà d'autres images. 8 semaines, 9 semaines, 9 semaines et 5 jours. 10 semaines et 2 jours. Vous voyez que là, il y a 4 membres, hein, il n'y a aucune discussion. Hein. Là, c'est pareil. Alors, dans l'échographie, donc l'examen des membres, lors de l'examen habituel du premier trimestre, dont je vous rappelle que c'est entre 11 et 13 semaines plus 6 jours, que du point de vue longueur crânio-caudale, c'est entre 45 et 84 mm. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est un terme absolument idéal pour voir les membres. Alors, les membres supérieurs, voilà quelques exemples. OK, et vous voyez très bien qu'on arrive parfaitement à voir les doigts, d'autant plus qu'à ce terme-là, ils ont la main comme ça. OK, et donc le pouce est écarté, et donc on n'a pas de difficulté pour les voir. En ce qui concerne les membres inférieurs, voilà quelques images. Et vous voyez que quand on se défonce un peu, on arrive très bien à voir les orteils. Et donc, en résumé, ça donne ça. Le volumique, vous avez les 4 membres. Et puis, quand vous n'avez pas de volumique et que vous n'avez pas le luxe, vous faites un balayage dans le plan axial et vous voyez les 2 membres supérieurs et les 2 membres inférieurs. OK? Ouais? Il ne bouge pas comme ça, on peut voir de chez toi. Hein? Si, il bouge comme ça. Voilà. Non, mais là, c'est... Bah, j'ai pris un volume et je l'ai fait tourner. Alors, deuxième trimestre, les membres supérieurs, et pareil, je dis, on regarde les mains, on regarde la flexion, on regarde, je suis tout à fait d'accord sur la mobilité dont vous avez parlé. Il est important de voir les mains ouvertes. Tout à l'heure, on a tiqué quand même sur les mains, là, effectivement. Mais vous avez vu que les mains, elles n'étaient pas crispées, hein, en fait. À un moment, on voyait en tout cas le pouce largement ouvert. C'est pour ça que trisomie 18, 3 points de suspension. Hein. OK, et là, voilà, il se frotte les yeux, là, parce qu'il était content de me voir. Et ici, au niveau des mains. Ensuite, pardon? Il m'applaudissait, c'est gentil de sa part. OK, ici, voilà, un membre inférieur. Les 2 membres inférieurs, monsieur, je suis d'accord avec vous. OK, voilà, ici, les 2 pieds et on voit les 2 jambes, les 2 cuisses. Et ça, c'est une remarque importante parce qu'effectivement, la plupart du temps, on voit le fémur antérieur, on le mesure, tac, basta, et on oublie de regarder un peu le reste et c'est embêtant.
Et vous voyez qu'on peut très bien, en 2D et en 3D, voir les orteils ici. Et vous voyez que on peut rechercher des syndactylies, par exemple. OK? Alors, mademoiselle Leïla va me dire dans quel syndrome il y a une syndactylie 2-3. 2-3, des pieds. Le slow. C'est pas le slow, c'est pas le copain du rock. Hein. C'est le. Voilà. Donc, alors, je vous annonce publiquement que lors de la prochaine formation, Leïla fera un topo. Donc là, c'est vendu. Regardez et que toute personne souhaitant faire un topo vient me voir, se manifeste. Je suis achetable. Donc voilà d'autres images, évidemment avec le 4D qui est un luxe, on peut le voir là. En fait, c'est Michael Schumacher qui est en train de débrayer. Alors on peut voir quand même un peu plus de détails. Articulation du pied ici, calcanéum, astragale et la partie tibiale ici. Ici, des points d'ossification qu'on voit très bien. Ça peut servir dans quoi, les points d'ossification? Pas toi. Oui, la maturation, mais dans un cas très particulier. La datation, oui, enfin, pour des vieux comme moi, effectivement, on faisait des contenus terrain pour voir le point de Béclard. C'est quand même un peu passé. Pour les autochondrodysplasie, pour les épines. Ah, c'est autre chose, ça. Non, alors, pour aller dans le sens de Fauzia, regarder les épiphyses, c'est intéressant dans les maladies osseuses pour les chondrodysplasies ponctuées, ok? Mais il y a un cas particulier où c'est intéressant de regarder les points d'ossification. Béclard. Bah, Béclard ou Tolt. La thyroïde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à la thyroïde? Parce qu'il y a une accélération de la maturation osseuse et donc c'est un élément important. À l'hyper alors. Ben oui. C'est-à-dire chez les patients qui ont des tracs. Alors, la mesure du fémur, c'est pas n'importe comment. La mesure du fémur, il faut d'abord faire en sorte d'avoir un fémur rectiligne. Donc ça veut dire que vous faites un abord soit antérieur, soit postérieur. Si vous faites un abord latéral, il va être comme ça. Ok, donc c'est important. Et on mesure ici à l'extrémité de la diaphyse. Attention, parce qu'on a des machines qui sont de plus en plus performantes. Et d'autant plus quand on se trouve au 3e trimestre, on risque d'avoir ici un aspect d'ossification du bord de l'épiphyse et de se gourer largement. Si vous mettez le caliper ici, c'est plus du tout la même mesure. Hein. Alors ensuite, donc vous pouvez vous aider d'un truc très intéressant, c'est le cône d'ombre lié à la diaphyse. Et vous voyez que les cônes d'ombre, on les voit très bien ici. Évidemment, donc pas d'abord latéral, vous voyez ce que ça donne, ok, abord antérieur. Alors, le mode volumique, très intéressant pour les membres. Très intéressant pour les membres, et on a différentes possibilités luxueuses à notre disposition. Le 4D, c'est du mode volumique en temps réel, c'est-à-dire qu'on suit les mouvements, ils bougent. Le mode VCI, alors le VCI, c'est quoi? C'est une tranche de volume. Ok, on va y revenir après, je vais vous expliquer, mais on prend une petite épaisseur de volume. Et donc on peut le faire dans le plan C et dans le plan A. Je vous explique une ou deux slides après. Oui, oui, monsieur. Je pense les gens, pour s'habituer avec ces volumes, il faut un jour qu'on pense à faire 1 heure de manipulation, savoir ce qu'on pour avoir. Oui, d'accord, d'accord. Je ne sais pas ce qu'on pensait, mais parce que par contre, comme des élites, des choses qui sont sur GE, je pense qu'on peut se généraliser sur pas mal de constructeurs, qu'on peut le trouver. Maintenant que c'est généralisé, je pense. Et surtout que Tout le c'est monde pas doit. un luxe. Surtout que c'est pas un
bien les gens du groupe ici, la plupart ont des machines qui peuvent faire ça. Peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est l'occasion de... Si vous êtes d'accord. C'est un enseignement à la carte. Je peux dire quelque chose, patron? Oui, bien sûr. À ce propos, on discutait à midi, là, machin et tout. C'est très intéressant qu'on ait vos retours. C'est-à-dire de dire c'est nul votre truc, ça m'intéresse pas, faites autre chose, ou je viens plus parce que vous avez une sale tête, ou on voudrait voir des topos sur telle chose, du basique, du pas basique, l'étrier de l'oreille droite ou l'étrier de l'oreille gauche, enfin, des trucs. Voilà. C'est voilà. Chez l'adulte, on n'arrive pas à les voir. Ah non, mais par contre, on voit très bien le marteau et l'enclume. Oui, ça va. L'étrier, je pense pas. Non, l'étrier, je pense pas non plus. Alors, on peut faire aussi des coupes multiplanaires. Et le multiplanaire, c'est un truc absolument fondamental du mode volumique. Et je vous dirai pourquoi éventuellement après. Le mode rendu, c'est je prends le volume et effectivement, je fais du mode rendu. C'est-à-dire que dans le cas présent, je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle un mode maximum. C'est-à-dire que je vais informatiquement rendre écogènes les voxels déjà écogènes. C'est-à-dire qu'évidemment l'os c'est déjà écogène de base. Je vais augmenter cette écogécité. Et puis dans les pathologies osseuses, le mode surfacique, je pense que certains me voient venir. Ok, par exemple dans une achondroplasie, ok, on va faire effectivement le diagnostic sur la brièveté des os et en particulier du fémur, sur l'aspect effilé de l'extrémité supérieure, enfin de la métaphyse fémorale supérieure, et puis bien sûr qu'on va faire un volume sur la face pour voir effectivement la dysmorphie tout à fait caractéristique de cette pathologie. Alors, le mode 4D, temps réel, tchac, voilà. Je vous rappelle que dans le mode 4D, donc comme on est en temps réel, en ce qui concerne cette échographie volumique, c'est comme si on avait une caméra. Et donc ça change quand même beaucoup de ce que vous avez l'habitude de faire en échographie. En échographie, vous avez une sonde, elle envoie des ultrasons comme ça, et ce que vous regardez, c'est ça. D'accord? Ok, quand vous faites du volumique et vous faites du mode render, vous regardez comme ça. Ok, comme si vous aviez une caméra placée au-dessus de la structure que vous voulez voir. Donc là, vous voyez, je suis au-dessus du fémur et je regarde le fémur ici. Là, c'est les os doigts. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi un aspect des parties molles. Oui, madame, absolument. Parce qu'il y a une amyotrophie, par exemple, de mollet. Absolument. Le mode VCI. Le mode VCI, donc, tranche de volume. Le VCI OmniView, donc, j'ai ma structure qui est comme ça, je balaye comme ça en regardant et je fais une tranche comme ça. Vous comprenez tout de suite que pour avoir cette tranche de volume, il faut que j'ai un balayage complet. Ça veut dire que forcément ma cadence image va être ralentie. D'accord? Alors que quand je fais du VCI plan A, c'est comme ça, ok? Je donne une épaisseur dans ce sens-là et donc effectivement, je vais avoir une cadence image qui va être nettement plus conservée. Alors voilà ce qu'on peut faire, voilà le OmniView, on balaye, hein, la sonde elle balaye, et vous voyez ici ce que ça donne. J'ai la ligne par laquelle, qui est la ligne supérieure de la biscotte de volume, si je peux dire, m'exprimer ainsi, et ça, c'est l'épaisseur que vous pouvez régler entre 1 et 20 mm. Et donc vous voyez que pour des images comme ça, regardez les métaphyses là, parfait, nickel, les métatarsiens et les phalanges, parfaites. Le mode OmniView, donc là, on est sur juste un balayage. À nouveau, vous voyez ici très bien. Et voilà comment ça se passe l'OmniView en temps réel. Ok, vous voyez, je place ma ligne. Ok, tac, la machine elle calcule et elle va me ressortir le fémur. Je vais ici après régler ma hauteur et voilà. Et ça a duré 17 secondes. Donc, ce qui est jouable. Alors voilà, maintenant le VCI plan A. J'ai donné une épaisseur dans le plan habituel où je fais de l'échographie 2D.
voyez, et ça peut être intéressant, très intéressant, par exemple, regardez pour les mains, on voit extrêmement bien tous les segments osseux de cette main et de ses doigts. À nouveau du VCI plan A, encore ici un point d'identification pour les membres inférieurs ou les membres supérieurs, avant-bras et jambes. C'est intéressant parce qu'avec une épaisseur, on peut avoir les deux os sur un même plan. Alors, on peut aussi faire donc des coupes multiplanaires. La coupe multiplanaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, un volume peut, quand on a fait l'acquisition du volume, il peut se décomposer en 3 plans. Et son 3 plans, pour l'os, c'est un peu intéressant, mais surtout c'est très intéressant pour la face ou tout ce qui est symétrisable. Vous allez pouvoir, si vous avez 2 plans orthogonaux, le 3e, il est forcément orthogonal. Alors vous voyez ici, j'ai fait une acquisition d'un volume. Vous voyez bien que, a priori, je suis sur les iliaques. J'ai mis un peu de VCI, vous voyez, une certaine épaisseur, ce que je peux faire à partir de mon volume, puisque le volume, je l'ai, donc je peux lui donner de l'épaisseur. Et vous voyez qu'on a ici les différents segments. Et donc, on voit très bien ici, pardon, je vais revenir en arrière, on voit très bien ici, tac, voilà, j'ai été un peu vite, on voit très bien ici les iliaques, d'accord? Avec la forme de sa caractéristique. Alors, je parlais tout à l'heure de l'aspect orthogonal, et vous voyez que ça peut être très intéressant quand on a éventuellement un doute sur la position d'un pied. Regardez, ça et ça, c'est orthogonal, et donc j'ai effectivement l'axe pied-jambe qui est tout à fait caractéristique. Du rendu, donc là, je suis parti du même volume, ok. Là, par contre, qu'est-ce que je fais? Je mets ici une fenêtre, une région d'intérêt, ok, et je vais regarder par la ligne verte. Tac, vous voyez, ici et là, j'ai l'iliaque. Ok, ce qui est quand même assez sympathique pour certaines pathologies où il y a des épines osseuses ou des iliaques carrés, ça peut être très intéressant. Alors tout à l'heure, on a vu le grand trochanter. Voilà ici l'articulation effectivement de la hanche avec ici la tête fémorale, le col fémoral et le trochanter. Des articulations très intéressantes en particulier pour les maladies osseuses constitutionnelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les chondrodysplasies ponctuées. Alors, de la pathologie. Premier trimestre, anomalie de position, main-botte. Je veux dire, même si on est miro, on voit que les mains elles sont mal placées. Hein. Et on verra tout à l'heure les étiologies dans un deuxième temps. Pied beau, pareil, ok, premier trimestre, je pense qu'on voit tout à fait correctement. Ça, c'est des vraies mains crispées. Et donc là, trisomie 18, arthrogrypose et trisomie 18. Hexadactylie. Alors, il y a une grande différence entre les hexadactylies, et je vous ai mis là que des cas où on voyait effectivement, sauf ça, où on voyait effectivement 6 doigts vraiment très alignés. Ça, en général, c'est Madame Koulibaly. Et Madame Koulibaly, vous dites, Madame, votre bébé, il a un petit peu. Mais docteur, dans ma famille, tout le monde, il a ça. Bon. Donc, voilà, c'est extrêmement fréquent en Afrique de l'Ouest, donc pas de panique sur ces hexadactylies. Oui, absolument. Alors en fait, on est ici, la plupart du temps, les hexadactylies sont post-axiales, c'est-à-dire côté petit doigt. Hein. Ok, les hexadactylies préaxiales, c'est toujours quelque chose. Hein. Ça, il n'y a pas d'illusion à se faire. Alors, de temps en temps, il faut avoir l'œil quand même. On est au premier trimestre. Hein. Ah, bravo, Raja. Les hexadactylies ont le même pronostic, qu'elles soient au niveau des mains ou au niveau des pieds. Là, c'est 5 dactylies. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Sauf ces hexadactylies ethniques. Hein. Ectrodactylie, ça veut dire main fendue. Hein. Ok, donc on voit très bien effectivement ici cette main fendue. Syndactylie, regardez, il y a le 2, le 3 et le 4. Qu'est-ce qu'il y a? On a une vedette de la chanson populaire qui a... C'est emmerdant. Ça lui porte bonheur d'ailleurs.
C'est un tout petit peu embêtant pour tenir le micro, mais enfin bon, quoique. Hein? Violent. Ah oui, absolument. Alors, mais tu vas voir, je vais te montrer un ou deux cas là. Ça, c'est très particulier. Regardez le pouce là. C'est un pouce dit flottant. Ça se voit dans une maladie qui s'appelle l'anémie de Fanconi. C'est pas ça le pouce à ressort. Non. Pouce à ressort, c'est tac, tu le tires, il se met en place, tu le relâches, plunk. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je suis au ski et on est à 3 avec mon ex-beau-frère et un copain, gynéco. Et on descend, machin et tout. Puis on dit, qu'est-ce qu'il fait ce con? Pourquoi il descend pas? Donc voilà, il descend pas. Donc finalement, on remonte. Il y a le son. On remonte et on le voit étalé sur la piste et tout. Et le mec, il avait une fracture de Bennett, hein, fracture du méta. Alors, je vais dire ni une ni deux. Je vais dire, mon beau-frère lui tient le bras, je prends le pouce, on tire le pouce, on met la truc en place, on prend mon étui à lunettes, on lui colle le tout avec une écharpe, machin et tout. On l'envoie chez le radiologue, je sais plus où c'était, à Briançon, un truc comme ça. Effectivement, fracture de Bennett. Et donc, on dit, mon pote, tu reprends le train ce soir. Et on lui fait un truc provisoire. Donc, on lui fait un truc provisoire, on met une espèce de plaque de l'élastoplast, on lui colle vachement bien. Et il arrive chez l'orthopédiste le lendemain, ils disent, ils ont bien travaillé, vos copains, on ne fait à rien. Sauf que on n'avait pas mis de jersey et qu'il nous a un peu maudit quand on lui a enlevé le plâtre. Bon, voilà, c'était pour s'amuser un peu. Alors écoutez, regardez ici, anomalie réductionnelle, vous voyez qu'il manque les doigts là. Ok, ça c'est une très ancienne image de mon ami Gérard Blin. Vous voyez on voit manifestement pas de main. Et ici, si vous regardez attentivement, vous voyez qu'il y a une petite ébauche ici. Et ça a été très utile parce qu'en fait cet enfant, on lui a fait une pince. Parce que quand même, la fonction principale de la main, c'est ça. Hein, d'accord? C'est pas ça. Hein. Donc ici, il manque un péroné. Vous voyez que vraiment la jambe, elle est très particulière. Ici, une autre anomalie réductionnelle. Vous voyez, ça se termine pas très bien là. Un seul doigt, ouais. Ici, un seul membre inférieur. Et vous voyez qu'ici, on a une seule aile iliaque et qu'en plus, on a une hémivertèbre ici. Je vous rappelle qu'on est au premier trimestre. Hein. Et puis ici, regardez. D'où l'intérêt de regarder les deux. Ah. Vous voyez très bien que manifestement, il y a une cuisse qui est beaucoup plus courte que l'autre. Effectivement, c'est une agésie fémorale. Alors ici, il n'y a même plus ni fémur, ni tibia, ni péroné. Le pied est directement branché sur le bassin. Oui, c'est une genre de phocomélie. Sirénomélie, ok, c'est Copenhague. Hein. Et dans les sirénomélies, des fonctions d'évacuation, des Ah il y a souvent des troubles associés, mais pas forcément. Tu peux très bien avoir une vessie tout à fait normale. Alors, deuxième trimestre. Là, il manque un fémur. Regardez là. On a la jambe et entre les deux, on n'a rien là. On a le bassin et on n'a rien. La jambe, il n'y a pas de... De quoi? Non, tu as des os de la jambe, mais tu n'as pas de plaque. Je ne vois pas les deux jambes. Je ne vois pas les deux. Si, il y a tibia péroné, mais il n'y a pas fémur. Non, je ne vois qu'un seul. Un seul. Ah oui. À un moment, on voit quand même qu'il y a deux os. Mais il y a petites anomalies des pieds aussi. Hein. Fémur incurvé isolé. Avant de dire que c'est isolé, il faut vraiment avoir tout regardé. Hein. Quelle est la maladie qui se manifesterait par ce type de signe? Quoi? Exactement. Ok. Fémur
incurvée, jusqu'à preuve du contraire, c'est une OI. Hein. Alors évidemment, des OI, il y a un tas de variations. Il y a l'OI de type 2 qui est létal, et puis il y a tout un tas de variations, mais c'est possible. Oui, mais le campomélique, ça ne donne pas des incurvations comme ça. Tu vois, quand tu regardes ici, tu as presque l'impression que c'est cassé. Hein. Donc attention. Ça, je vous ai mis ça parce que c'est... Hein. Ça donne comme une transparence. Alors, le problème, effectivement, l'ostéogenèse imparfaite, quand c'est une forme assez importante, eh ben, ça se voit très bien parce qu'effectivement, il y a des cassures partout. Et puis, effectivement, il y a un signe qui est tout à fait caractéristique, c'est la visualisation des structures cérébrales. Quand vous voyez un cerveau et que vous dites « Putain, mais j'ai jamais vu aussi bien », attention, c'est pas normal. Hein. En particulier, ce n'est pas normal de voir tout à fait correctement l'hémisphère proximal. Ok? Donc, et effectivement, il y a un craniotabès, c'est-à-dire que quand vous appuyez avec la sonde, ça fait comme une balle de ping-pong. Hein. Ici, un lymphangiome du bras, vous voyez qu'en fait, il y a vraiment le bras, il y a des logettes partout, c'est une catastrophe. Alors, anomalie de structure et réductionnelle, je vous ai déjà montré le péroné, ici, agénésie du péroné. Excusez-moi, le lymphangiome du bras, il donne des chintes? Des chintes? Oui. C'est quoi des chintes? Des vols vasculaires? Non. Non. Au Doppler, t'as que dalle. T'as jamais rien dans les lymphangiums. Hein. Pas vasculaire, on ne voit pas du flux. Alors, vous voyez ici une agénésie du tibia. Ok, on a le péroné, le tibia, il s'arrête là, et regardez. Tac, tac. Ok, là, c'est l'intérêt effectivement du pouvoir utiliser du mode volumique, parce qu'on a à la fois l'aspect du membre extérieur, et puis on a l'aspect osseux, et donc on sait effectivement ce qui se passe. Une hypoplasie fémorale, regardez le tchak, la tronche KA, que ça a, c'est pareil. La première chose à laquelle on pense, c'est évidemment ostéogenèse imparfaite. C'est qu'après qu'on ait fait le bilan complet, qu'on retient ça. Ça, c'est un dossier assez récent. Vous voyez qu'en fait, on a cette anomalie du membre inférieur et en particulier anomalie du pied. Vous voyez, avec ces trois petits doigts qu'on voyait, pieds qu'on voyait en échographie et qu'on retrouve parfaitement ici à la naissance. Ça, c'est une très vieille image, pardon. Et en fait, je me rappelle très bien, j'étais en train de faire l'échographie et il y avait le père. Et dans ma tête, je me suis dit, il y a trop de pieds. Alors en fait, il n'y avait pas trop de pieds, il y avait un peu trop d'orteils quand même. Ok, vous voyez qu'en fait, c'est un orteil triphalangé qu'on voit très bien ici, et on voit que c'est des images qui ne sont pas récentes. Hexadactylie, là, on est encore au deuxième trimestre, c'est du post-axial. Ça, vous voyez, en général, c'est l'hexadactylie ethnique, là. On met un petit fil à la naissance et l'affaire est réglée. Tout à fait différent ici, où on a une structure osseuse à l'intérieur de ce sixième doigt. Ectrodactylie, alors là, c'est les mains et les pieds. Ok, et là, vous pensez à quoi, là? Donc, tu regardes quoi? S'il n'y a pas On est d'accord. Oui, parce que l'ectodermadysplasia, en échographie, on n'est pas encore en mesure de le faire. Ok, alors voilà, effectivement, pensez à rechercher un ESC syndrome. Voilà d'autres formes d'ectrodactylie. Vous voyez que c'est bien quand même ce qu'on appelle la main fendue. Hein. Ça, vous connaissez. Ok, donc quand vous avez une craniosténose dont je vous rappelle que le premier signe de la craniosténose, c'est la déformation du crâne, que le deuxième signe, c'est plutôt l'élargissement d'une ou plusieurs sutures que la fermeture des sutures. Ok, c'est assez facile à comprendre. S'il y a une ou deux sutures fermées, le cerveau va continuer à se développer, il va pousser là où il peut, et donc il va ouvrir les sutures qui sont non atteintes par la pathologie. Regardez ici avec ce scan, on voit très bien que la suture métopique est extrêmement large, et de même que la grande fontanelle. Et donc, c'est une bicoronale. Hein. Quand vous avez effectivement une craniosténose, il est absolument impératif de regarder les membres, car il y a très fréquemment des anomalies des extrémités.
Alors, tout à l'heure, tu me parlais de quelque chose qui se transmettait là dans la famille là. Ben voilà un exemple. Ok, en fait, certains connaissent probablement Joël Room, qui est une de mes consoeurs généticiennes, et en fait, je vois en échographie un bébé qui a des anomalies. Tac. Et j'avais, évidemment la mère, ça va sous la sonde, et j'avais le père. Bon, très bien. Et puis tout ce monde-là va chez Joël Room, elle fait déchausser le père, elle regarde attentivement tout, et il avait effectivement les mêmes anomalies que son enfant, ok. Et en fait, c'est un truc très rare, c'est un syndrome de Patterson-Stevenson-Fontaine, voilà, qui est effectivement avec une intelligence tout à fait normale. Et cet enfant a été ce bébé a été opéré, comme son père l'avait été d'ailleurs, et avec effectivement une réparation de ses mains, tout du moins suffisamment pour que ça soit parfaitement fonctionnel. Alors vous voyez qu'ici, manifestement, il manque des segments de doigts. Ça, il y a de fortes chances que ça soit des brides. Je vous rappelle que les brides, la plupart du temps, on en voit les conséquences excessivement rarement la bride elle-même, parce que c'est très passager et très fin. Néanmoins, je vous en montre quand même, par exemple, une ici. Tac, tac. Vous voyez, regardez. On a l'impression qu'il a mis des chaussettes pour aller à la montagne. Alors, phocomélie dominante, hein, vous voyez qu'ici, on a ce type d'anomalies. Si j'avais ça plus un retard de croissance, je penserais à quoi? Phocomélie, mais sans retard de croissance. Oui, thalidomide. Un syndrome. Oui. Syndrome de Roberts. Vous connaissez le syndrome de Roberts? Il y en a un autre. Mais non, je ne sais pas celui-là que je pensais. Retard de croissance. Deuxième trimestre. Alors, je trouve que c'est très intéressant. Bon, évidemment, qu'en 2D, on voit très bien. Quand on fait du 3D, là, en particulier avec du VCI plan A, vous voyez qu'on voit très bien tibia et péroné, et puis les bêta-tarsiens. C'est absolument pas normal de les voir sur le même plan. S'ils sont sur le même plan, c'est que le pied est mal posé. Hein. Et l'intérêt du 3D... Oui. Bon, par exemple, quand on a un pied comme ça qui est mal posé pendant la grossesse, surtout au deuxième ou troisième trimestre, comment faire la différence entre un pied beau variséquin et une malposition? La patience. Tout simplement... La patience. Hein? La patience. Ah, patience. Il y a des calculs à faire ou non? Non, non, en général. Alors, déjà, il faut regarder un peu la trophicité des mollets. Ok, si tu as des mollets tout grêles, ça, c'est pas très bon signe, c'est plutôt dans le cadre des pieds beaux. Et puis, il faut regarder les mouvements et voir si effectivement c'est réductible ou pas. Ok? Il y a un élément... Oui, pardon. Excusez-moi. De toute façon, lors de l'échographie morphologique, quand on a souvent des pieds qui sont fléchis, il faut toujours attendre l'extension des membres pour pouvoir comparer par rapport, voir est-ce que... Oui, mais les malpositions, c'est souvent dans les oligoamnios, donc franchement, c'est difficile, les sièges. Oui, oui, je suis d'accord avec vous deux. Hein. Les jumeaux... Je suis d'accord avec vous deux. Mais vous avez pour le pied beau quelques éléments en plus. C'est ça, là. Vous voyez, ce pli-là qui est au milieu, ou cette encoche qu'on voit ici sur le bord du pied, ça, c'est assez caractéristique du pied beau. Alors, voilà ici. Il faut trouver une classification, parce que le degré de gravité, d'après le chirurgien orthopédiste qu'on a eu pédiatre, il y a quand même des choses qu'il faut réaliser. Est-ce qu'il y a l'équinisme ou pas? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, sauf que très objectivement, on n'est pas très très bon dans le pronostic et que souvent le pronostic... Alors, si, il y a un truc qui est très très important, c'est vraiment la trophicité des mollets. Mais après, je veux dire, quand on a des pieds beaux et qu'on envoie la patiente voir un chirurgien, en général, il lui dit, on va voir à la naissance, ok, si on fait manipulation, si on fait plâtre, ou si on fait intervention. C'est en général comme ça que ça se passe. L'étiologie des pieds beaux, évidemment la trisomie 18 au premier chef, défaut de fermeture du tube neural, et puis après tout ce qui est arthrogrypose, akinésie et autres.
Les pieds beaux unilatéraux, alors nous on fait quand même un cariotype, hein. Il peut y avoir une agénésie tibiale, il peut y avoir une agénésie du péroné, et puis parfois, je vais dire, on trouve rien et on a juste un pied beau isolé. Systématiquement ou sur d'autres pieds beaux isolés, vous faites un cariotype? Pieds beaux, bilatéraux, unilatéraux ou unilatéral, on fait cariotype systématique. À un moment, on a hésité sur les unilatérales et maintenant on le fait systématiquement. Même s'il est isolé, pas de... Même si c'est isolé, ouais. On est probablement un peu excessif, mais enfin, je vous ai expliqué ce matin que le risque de la myosynthèse, c'était plus ce qu'on disait. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc à retenir pour les mains-bottes? Vérifier la position des mains, hein, on en a parlé, la présence du rayon radial, l'aspect des pouces et l'ouverture des mains, c'est des pathologies sévères, je vous l'ai dit aussi. Cariotype, rechercher des cassures, alors ça, c'est pour l'anémie de Fanconi. En fait, il y a des cassures des chromosomes, et donc il faut faire un prélèvement de sang fœtal, donc c'est une PSF, et c'est plutôt après 20 semaines. Et puis pic de l'artère cérébrale moyenne pour l'anémie de Fanconi, toujours. Pied beau, donc diagnostic, les os longs du pied métatarsien visibles dans le même plan que le tibial péroné. Le 3D, je pense que c'est une très bonne aide. Rechercher sillon plantaire et l'encoche, comme je vous l'ai dit. Les pieds beaux varus, c'est les plus fréquents. Il peut y avoir aussi des pieds valgus. Pied valgus, c'est toujours une anomalie, c'est pas une malposition seulement. Et puis, apprécier l'état musculaire sous-jacent et la mobilité fœtale. Voilà.